Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours sur le potentiel électrique. Cette deuxième partie, qui suit l'électricité statique, va éventuellement nous amener au courant électrique et au circuit électrique. Mais d'abord, on doit commencer par parler de l'énergie potentielle. Cette énergie potentielle-là provient, pour nos laboratoires en 9e année, des piles et des batteries. C'est-à-dire qu'on va seulement utiliser le courant continu. On ne parlera pas tout de suite de courant alternatif. Les piles et les batteries, c'est un petit peu différent. On confond souvent ces deux mots-là, donc on va bien faire la différence. La pile, c'est ce qui va libérer de l'électricité en faisant une réaction chimique. Cette pile-là, à l'intérieur, il y a des produits chimiques qui vont donc faire une réaction et l'électricité qui va être dégagée de ça va sortir de façon continue et stable. Ça va toujours être la même électricité qui sort tout le temps. Et c'est donc pour ça qu'on appelle ça le courant continu qui va sortir de là. Comment est-ce que ça fonctionne? Bien, quand la réaction chimique se fait, il y a des charges, nos petites charges positives et négatives qu'on a utilisées en chimie et dont on a parlé en électricité statique. Bien, ces mêmes charges-là vont s'accumuler à chaque bout de la pile. C'est ça qu'on va appeler les bornes de la pile. Et là, il va y avoir donc une borne qui va être positive et une borne qui va être négative. Un autre mot qu'on utilise pour ces bornes-là, c'est les électrodes. Donc ça, c'est la pile. Une batterie, c'est quand on prend plusieurs de ces piles-là et qu'on les connecte ensemble. Donc, par exemple, dans une lampe de poche, s'il y a seulement une pile qu'on met, bien, ça va être juste une pile. Mais si on en met deux, souvent il y en a deux et même certaines lampes de poche en ont besoin de trois, bien là, tout d'un coup, ça s'appelle une batterie. C'est le même mot qu'on utilise en musique pour une batterie de tambour ou qu'on utilise en cuisine pour une batterie de chaudron. Donc, une batterie, ça veut juste dire plusieurs choses de la même famille. Fait qu'une batterie, ça va être en fait un ensemble de plusieurs piles reliées ensemble, connectées avec des fils électriques ou pas. Ça peut être directement les unes sur les autres. Donc ça, c'est qu'est-ce qui se passe dans la pile. Il y a une réaction chimique. Cette énergie-là, on l'appelle de l'énergie potentielle parce que dans la pile, tant que la pile n'est pas connectée à rien, l'énergie, elle ne fait rien, elle est juste là et elle attend. Elle a la capacité d'accomplir un travail, mais pour l'instant, tant qu'elle est dans la pile, elle ne bouge pas, donc on va appeler ça de l'énergie potentielle. Lorsque on va connecter la pile à quelque chose, là, l'énergie potentielle va devenir de l'énergie cinétique. Et l'énergie cinétique, la définition générale, c'est quand il y a quelque chose qui bouge. Donc, pour avoir de l'énergie cinétique électrique, je vais devoir avoir un déplacement des charges, alors que l'énergie potentielle, c'est quand les charges, elles ne bougeaient pas, mais elles étaient positionnées à un endroit spécial qui lui donnait la capacité de faire un travail. Dans le cas de la pile, cette capacité-là est créée grâce aux différences d'énergie à chaque borne de la pile. Fait que tant que l'énergie est dans la pile et qu'on n'a pas rien connecté, on va appeler ça de l'énergie potentielle. On va avoir d'énergie électrique quand on va parler de courant plus tard. L'énergie potentielle dans la pile, tant qu'elle n'est pas connectée, elle est donc la capacité de pouvoir faire un travail grâce à la différence de potentiel qu'il y a entre les deux bornes de la pile. C'est quand on va brancher la pile, par exemple sur une lampe de poche, que là, les électrons vont pouvoir quitter la borne, aller travailler dans la lampe pour la faire allumer et arriver à l'autre borne. Et puisqu'elles vont avoir dépensé de l'énergie dans la lampe, elles vont revenir avec moins d'énergie potentielle à l'intérieur d'elles-mêmes. Bien, la différence d'énergie qu'il y a entre combien d'énergie les électrons ont en partant de la pile et combien il leur en reste en revenant de la pile, c'est ça qu'on va appeler la différence de potentiel. Et ça va se mesurer en volts. L'énergie, en fait, la définition précise des volts est plus complexe que ça. Ça a rapport avec les coulombs de chaque charge. C'est un petit peu plus complexe, mais pour comprendre le principe de base, je veux juste que tu te souviennes que c'est la différence d'énergie entre les deux positions. Puisque ça se mesure en volts, l'appareil qu'on va utiliser pour les mesurer, bien, ça va être simplement un voltmètre. Donc, si par exemple les électrons quittent la pile avec 9 volts et quand ils reviennent, il leur en reste 0, bien, ça veut dire que la différence de potentiel des électrons, ça va être 9 moins 0, 9 volts.
Et le voltmètre, c'est ce qu'il fait. Il va mesurer combien d'énergie qu'ont les électrons en rentrant dans la lampe, combien est-ce qu'il leur en reste en sortant de la lampe, et ça va me donner la différence de potentiel de la lampe. Et ça ressemble à un voltmètre qu'on va utiliser dans notre classe. C'est pas exactement pareil, mais ça ressemble pas mal à ça. Et il va y avoir 3 bornes sur les voltmètres qu'on utilise en classe. La première, la petite borne noire, c'est la borne négative. Ça va être aussi noir sur les nôtres en classe. Et là, il y a 2 rouges, parce qu'en fait, il y a 2 bornes positives. Pourquoi il y en a 2? Ben, c'est parce que le voltmètre qui est là, en fait, c'est pas juste un voltmètre, c'est 2 voltmètres. Il y a un voltmètre qui a le maximum de 3 volts. Sur l'image, c'est les échelles de graduation qui sont en bas, de -1 à 3. Et il y a un deuxième voltmètre qui, lui, est qui va être moins sensible, qui a une plus grande range, une plus grande capacité, et qui se rend jusqu'à 15 volts. Et ça, c'est sur la photo, l'échelle de graduation qui va de -5 jusqu'à 15. Donc, c'est nos 2 bornes positives. Quand on va faire un laboratoire, il va falloir qu'on décide laquelle des 2 qu'on utilise. Ça va dépendre évidemment de notre circuit. Et une fois qu'on aura décidé laquelle des 2 qu'on utilise, il va falloir faire attention de bien lire quelle graduation qu'on doit utiliser selon la borne qu'on aura choisie pour notre borne positive. Donc, si on a mis notre fil dans le 3 volts, on va lire en bas. Si on a mis le fil dans le 15 volts, alors il faudra lire en haut. Donc, on va l'utiliser en classe. Vous allez pouvoir avoir l'occasion de voir qu'est-ce qui se passe avec l'aiguille si je mets une pile, 2 piles, 3 piles. Mais faites attention parce que la différence de potentiel, ce n'est pas le seul facteur qui va déterminer l'énergie disponible dans la pile. Il y a 2 facteurs qui vont nous permettre de dire combien est-ce qu'il y a d'énergie dans la pile. C'est pour ça que tantôt, je te disais que volt, ce n'était pas vraiment une définition d'énergie. Le premier facteur, ben, c'est effectivement la différence de potentiel dont on vient parler, mais le deuxième facteur, c'est aussi le nombre de ces charges-là qui vont porter cette énergie potentielle. Donc, les 2 ensemble, ça va me dire combien est-ce qu'il y a d'énergie dans la pile. Un exemple pour bien comprendre ça, c'est les batteries d'auto. Pour faire démarrer une voiture, on a besoin de 12 volts. Et ça, c'est la grosse batterie, et c'est vraiment une batterie, c'est pas une pile, là. C'est une grosse batterie qui contient plusieurs piles, dont le total fait 12 volts. Donc, on a besoin de ça pour démarrer une voiture pour que le total fasse 12 volts. Si on prend une petite pile carrée qu'on peut mettre dans par exemple, les détecteurs de fumée à la maison, ça, c'est 9 volts. Et cette petite pile carrée de 9 volts-là, si j'en utilisais 2 plutôt qu'une, ça me ferait 18 volts. Est-ce que tu penses que ça serait possible que 2 petites piles carrées de 18 volts puissent réussir à faire démarrer une voiture qui ne demande que 12 volts? Parce que 18, c'est plus grand que 12, ça devrait fonctionner. Eh bien non, ça ne fonctionnera pas. Parce que ce n'est pas égal en termes de nombre de charges. Oui, peut-être que chaque petite charge contient 18 volts d'énergie potentielle plutôt que 12, mais je n'ai pas suffisamment de ces charges-là pour faire démarrer la voiture. Donc, on va parler aussi de courant électrique, ça a rapport avec le courant. Et on va voir après ça la formule de l'énergie électrique qui relie les 2, c'est-à-dire le DDP, la différence de potentiel, et le courant. Mais on va faire une chose à la fois. Parlons d'abord seulement de la différence de potentiel pour l'instant et de comment est-ce qu'on peut réussir à la créer, cette différence de potentiel-là. Bien, c'est assez simple dans le fond parce que la nature le fait pour nous. On a juste besoin d'avoir 2 métaux différents qui se touchent. C'est sûr que ça dépend de quels métaux. Il y en a plusieurs dans le tableau périodique qu'on pourrait utiliser et en plus, on peut utiliser des alliages. Mais il y a certains métaux que si on les met ensemble, ça va faire une différence de potentiel suffisante pour que les électrons aient le goût de sauter d'un métal à l'autre métal. Mais il faut que les électrons puissent sauter. Il faut qu'ils puissent se déplacer d'un endroit à l'autre. Il faudra donc les mettre dans un liquide, on appelle ça une solution électrolytique. Et dans cette solution-là, s'il y a des ions, bien, les électrons vont pouvoir se déplacer d'un métal à l'autre et c'est ça qui va créer la pile.
La première personne qui s'est rendu compte de ça et qui a créé la première pile, c'est M. Volta. D'ailleurs, tu comprendras que c'est en son honneur qu'on a mis les unités volt pour l'énergie potentielle électrique. Donc, la pile de Volta, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une pile qui alterne des petits disques métalliques de cuivre et de zinc. Donc, ce qu'il a fait, c'est que si tu le vois un petit peu sur l'image, là, on a mis un disque de cuivre, un de zinc, cuivre, zinc, cuivre, zinc, cuivre, zinc, superposés les uns par-dessus les autres. Et on a plongé tout ça dans un liquide électrolytique. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte que le zinc avait un surplus de charge négative et le cuivre avait un surplus de charge positive. Et là, on pouvait brancher ça sur une ampoule, mettons, dans le temps de Volta, non, mais dans une ampoule, et l'ampoule pourrait allumer dans ta lampe de poche. Bon, c'est pas trop pratique parce qu'il faut que tu le plonges dans un liquide, et là, ça veut dire que la pile peut se renverser, mais ça fonctionnait. C'est ce qu'on va appeler une pile électrochimique. Et cette pile-là, devrais en fabriquer dans le cours de chimie 11 ou 12, je ne me souviens plus. Donc, ça ne sera pas avec moi, ça va être avec l'autre enseignant, mais vous allez en fabriquer dans le cours de chimie parce que c'est plus une pile chimique que physique. Nous, en physique, on étudie le comportement des charges, on n'étudie pas la réaction chimique qui crée les charges. Et comme c'est pas très pratique d'utiliser une pile électrochimique parce qu'elle peut se renverser, en fait, dans nos laboratoires, on va utiliser nos bonnes vieilles piles sèches qui utilisent une pâte solide pour permettre aux électrons de se déplacer. Et ces piles-là vont quand même avoir des réactions chimiques à l'intérieur. Il y en a même qui ont des réactions chimiques réversibles puisqu'on peut les recharger, donc les piles rechargeables, on peut les forcer à se recharger d'électricité. Ce n'est pas toutes les piles qui peuvent faire ça, ça dépend de ce qu'il y a dedans comme métal chimique, comme réaction chimique. Mais nous, c'est ce qu'on va utiliser en laboratoire, on n'utilisera pas les piles électrochimiques. Donc, on va se revoir en classe et on fera quelques laboratoires. Quand même, on va en travailler avec les piles électrochimiques. On va en faire une avec du papier d'aluminium et des sous-noirs. Et on va aussi apprendre comment utiliser un voltmètre en mesurant la DDP de quelques piles sèches que j'apporterai en classe. Donc, on se voit à l'école. Bye!